Bonsoir et très heureux de vous accueillir dans ce nouveau décor pour le Grand Oral. Plus que jamais avec mes invités, auteurs, experts, politiques, ingénieurs du sens, acteurs publics, nous allons continuer à décrypter et analyser les enjeux de notre époque dans ce premier quart de 21e siècle, une époque effrayante, passionnante, porteuse d'espoir et de peur. Nous continuons à le faire avec des principes simples mais pas simplistes pour aborder la complexité du monde avec bienveillance, car l'agressivité, ça n'est pas un signe d'indépendance et en étant ni militant ni complaisant. Et ce soir, je suis ravi d'accueillir pour le Grand Oral Denis Oliven. Bonsoir. Bonsoir. Alors, patron de médias, Europe 1, Libération, vous pilotez aujourd'hui les titres du groupe Kretinsky, vous êtes un acteur public, comme on dit voilà, depuis longtemps. Vos analyses sur la société française qu'on a suivies, je pense à Mortelle Transparence, à l'étrange renoncement, ou encore La France doit travailler plus, nous ont habitués à avoir votre regard sur la collectivité nationale française, mais ça ne nous préparait pas forcément à votre dernier livre, qu'on va voir apparaître, le dictionnaire amoureux des Juifs de France. Alors c'est un ouvrage singulier, passionné, il est paru chez Plomb, à la fois érudit, personnel, historique, culturel. Le 7 octobre a été le déclic pour écrire ça, ou c'était en préparation depuis longtemps? Je pourrais dire les deux, mon capitaine, mais non, le 7 octobre a été le déclic. Moi, je viens d'une famille issue du judaïsme, mais chez qui la formule c'était être juif, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas et ça ne se porte pas. Donc on était français, patriotes, républicains, tout un tas de choses, juifs aussi, mais c'était pas au devant de la scène. Et puis le 7 octobre, la montée d'un certain antisémitisme en France et surtout le débat autour des juifs qui s'est noué à ce moment-là m'a fait tout à coup prendre conscience du fait que nous, les Français, y compris les juifs d'ailleurs, nous ne connaissions pas l'incroyable histoire ancienne et magnifique des Juifs avec la France et de la France avec les Juifs. Et je me suis dit qu'il fallait y remédier, pas de manière ennuyeuse et académique, mais de manière gourmande à travers des personnages. Alors on va y revenir parce que c'est effectivement une promenade éclectique, gourmande, et on va l'évoquer avec vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, ce que vous dites, me pose question, vous dites le débat autour des Juifs. Ça veut dire que les Juifs ont été essentialisés dans cette société française où on a toujours dit il faut l'assimilation, chacun est dans sa vie privée. Tout d'un coup, on a assisté, alors qu'on ne dit pas d'amalgame depuis très longtemps, notamment avec l'islam et les islamistes, mais avec les juifs, on a assisté à une essentialisation, selon vous? Une essentialisation et une grosse erreur de compréhension et d'interprétation. Encore récemment, le Premier ministre, de très bonne foi, c'est pas du tout méchant de sa part, c'est pas un méchant homme, a fait un lapsus à l'Assemblée qui dit tout. Il a dit, il faut combattre l'antisémitisme, les juifs, qui ne représentent que moins de 1% de la population française, représentent X% des actes xénophobes. Xénophobe, ça veut dire qui atteint les étrangers. Et donc c'est ça que j'ai vu tout à coup. C'est l'impensé. C'est l'impensé. Les juifs restent des étrangers. Oui, alors que d'abord c'est pas vrai dans l'essentiel de la population, mais surtout c'est le contraire. La France a avec les juifs un rapport d'amitié qui est exceptionnel par son... Et même d'amour, puisque vous faites le dictionnaire pas amical, le dictionnaire amoureux. Par son ancienneté et par sa qualité. Il n'y a pas de pays au monde plus philosémite que la France et depuis aussi longtemps. Et on l'a oublié, j'avais envie de le rappeler. Et c'est effectivement intéressant de le rappeler, parce que ça, on a le sentiment que c'est un peu contre-intuitif. On va encore évoquer cette démarche, parce que d'emblée, vous commencez votre livre avec cette phrase formidable de Peggy, si les antisémites connaissaient les juifs, à ce moment-là, ils seraient moins antisémites et ils les apprécieraient. Donc, vous induisez que c'est l'ignorance qui est le vecteur de l'antisémitisme. Mais pourtant, à travers aussi votre livre, on voit qu'il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de responsables politiques, même de rois, qui ont assumé le fait d'être antisémites, tout en connaissant parfaitement la tradition biblique et en sachant à qui ils s'adressaient. C'est pas que l'ignorance qui bien fait sûr, mais d'abord il y a eu aussi l'inverse. Et je cite plein de cas, depuis Abélard et Héloïse, jusqu'à Jean-Paul Sartre, en passant par Peggy, Renan et tant d'autres. Plein de cas de Français chrétiens, d'origine chrétienne, et qui ont eu à l'égard des Juifs une empathie, une compréhension,
une amitié qui est vraiment exceptionnelle. Même Sartre, qui ensuite a glorifié un peu le terrorisme palestinien, très peu, et 72, assez paradoxalement. Non, mais la thèse de Sartre sur la question juive est très critiquable. Et par ailleurs, il a été, en dehors d'un épisode, il a été tout au long de sa vie l'ami des Juifs et même l'ami d'Israël. Mais en tout cas, je reprends. Donc ouais. Il y a eu, en effet, la France n'a pas été exempte du préjugé anti-juif qui a frappé tout l'Occident. Mais je parle de l'anti-judaïsme chrétien, d'abord au Moyen-Âge, puis de l'anti-judaïsme socialiste, les juifs rois de l'argent au 19e, et même l'anti-judaïsme racial de la fin du 19e. Donc tout ça a existé en France. Et je ne dis pas que la France n'a jamais été antisémite, mais d'abord ce préjugé n'a pas empêché pendant de très longues périodes au Moyen-Âge de laisser une cohabitation amicale entre les Juifs et les chrétiens, et puis ensuite, à partir de la Révolution, quelque chose d'extraordinaire. La France est le pays qui a donné, en 1791, le premier, dans toute l'histoire de l'Occident, la pleine citoyenneté aux Juifs. En 1848, c'est le premier qui a compté des ministres juifs dans son gouvernement. En 1870, c'est celui qui a donné la nationalité française aux Juifs indigènes de ses colonies en Algérie. Même l'affaire Dreyfus, au moment où un capitaine juif est accusé de traîtrise par les antisémites... La moitié du pays se mobilise, vous le dites. Zola. Péguy, Jaurès se lèvent. Et en 1936, pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, un président du Conseil juif arrive, c'est en France, c'est Blum. Donc il y a, à partir de 1791, même quand il existe un préjugé antisémite, les Français accueillent les Juifs comme des citoyens de plein exercice et vont leur donner la possibilité de s'épanouir dans la nation. Mais quand même, et je poursuis quand même votre chiffre, votre démonstration, pour arriver aussi à celle de la Seconde Guerre mondiale. 75% des Juifs ont été sauvés de l'occupation nazie, vous le dites dans votre livre, par les Français. Mais quand même, tout cela est accompagné, si on reprend tout ce cours de l'histoire, les croisades, la Rouelle, les exterminations, les pogroms, les discriminations. En 1914, il est tout à fait bon d'être normal, d'être juif. Dans les années 30, c'est une tendance. Donc, c'est toujours concomitant. Bien sûr. Alors d'abord, au Moyen-Âge, évidemment, tout l'Occident est anti-juif et tout l'Occident expulse les juifs. Et la France n'échappe pas à cette règle. Mais sauf qu'en France, il y a des territoires sur lesquels les Juifs ne seront jamais expulsés. Il y a des Juifs en France, en Provence, depuis le 1er siècle. Juifs du pape. Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. C'est-à-dire ils étaient là avant les Francs et les Burgondes. Et ils sont demeurés parce qu'ils étaient sous la protection du pape. En Alsace-Lorraine, qui n'était pas française à l'époque, en Alsace-Lorraine, il y a des Juifs depuis le 8e ou le 9e siècle de notre ère, et ils sont restés continuellement en France. À Bordeaux, il y a des Juifs qui sont revenus en France, qui sont venus en France plutôt en venant d'Espagne ou du Portugal, depuis le XVIe siècle. Vous regardez autour de nous, l'Espagne a expulsé les Juifs en 1492, ils ne sont jamais revenus. Le Royaume-Uni a expulsé les Juifs au XIIIe siècle, ils ne sont revenus qu'en 1870. L'Allemagne, qui avait une relation apparemment aimable avec les Juifs, a fait la chose la plus monstrueuse de l'histoire à travers la Shoah. Donc la France, même la France qui a connu, comme vous le disiez, l'antijudaïsme chrétien, qui a connu Drummond, l'antisémitisme au XIXe siècle, à côté de ça, a été une terre d'accueil, d'asile, d'hospitalité et d'amitié pour les Juifs qui n'a pas d'autre exemple. Alors, vous êtes donc dans cette matrice de ce que vous appelez le franco-judaïsme. Et vous dites, parce que c'est aussi un point de méthode pour bien comprendre comment vous avez travaillé sur ce dictionnaire, ça s'arrête, votre travail et votre exploration s'arrête en 1945, vous dites, après c'est une autre histoire. Quelle autre histoire? Oui, parce que pourquoi vous arrêtez là? Le franco-judaïsme, c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens. C'est tellement exceptionnel qu'on a forgé un concept. L'accueil, l'intégration des Juifs à la nation française et l'adhésion des Juifs au modèle français, c'est de 1791 jusqu'aux années 50. Pourquoi? Il y a 3 phénomènes, 4 qui changent la donne. D'abord la Shoah. Même si on l'a dit, la France est une exception parce que 75% des Juifs ont été sauvés alors que partout ailleurs dans l'Europe occupée, 75 à 90% des Juifs ont été exterminés. Il y a quand même eu des gendarmes français qui ont conduit des Juifs au Veldiv. Oui, donc ça marque. Deuxième point, la création de l'État d'Israël. Parce que les Juifs, jusqu'à la création de l'État d'Israël, les Juifs français, ils étaient français de confession israélite.
l'existence d'un État juif, même si ça n'est pas pour eux, même si c'est fait pour accueillir les juifs chassés d'Europe de l'Est, du monde arabe ou d'Allemagne, c'est quand même créer un lien avec une autre nation. Donc ça modifie le rapport avec la France. Troisième élément, l'arrivée, après la fin de l'Algérie française, des rapatriés d'Algérie, parce que le judaïsme de l'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, et comme dit Chouraki, ce sont les plus occidentaux des orientaux, les plus orientaux des occidentaux. Mais ils ont un rapport avec leur religion qui est plus décontracté que les Israélites français, pour qui c'est une affaire très privée. Et puis dernier point, la société contemporaine moderne, dans laquelle on exalte le droit à la différence, le droit des minorités, et donc chaque minorité assume sa différence, c'est la fierté. Ça vous parle un peu moins en fait, cette espèce de... Moi, c'est pas ma culture. Voilà, cette espèce, on va dire, d'ostentation. Oui, de l'identité affirmée et portée. D'abord, c'est un changement par rapport... Je crois que le fond, le socle profond qui avait été défini au moment de la Révolution, tout aux Juifs en tant qu'individus, mais rien en tant que nation, en tant que, disons, de communauté, ce socle-là demeure. Le judaïsme, ça demeure quand même une affaire privée pour la plupart des Juifs, même si certains religieux portent la kippa, ça n'est pas la majorité. Donc ils se conçoivent dans l'espace public comme des Français semblables aux autres. Mais c'est vrai que ça modifie un peu. Moi, ça me parle beaucoup moins, je suis pas de cette culture-là. Je me sens très israélite, un terme qui a disparu et qui désigne un peu des juifs qui ne sont pas des juifs honteux, mais qui font la différence entre le judaïsme, c'est une affaire privée, et dans l'espace public, on est des Français. Et pour bien marquer que c'est un changement d'époque, vous associez justement cette explication en disant c'est peut-être aussi un tombeau pour le franco-judaïsme. Parce que donc pour vous, ça n'existe plus ? Je me suis dit qu'en écrivant ce dictionnaire, j'ai craint de décrire le tombeau du franco-judaïsme. Je ne crois pas au fond. Je pense que malgré tous ces changements que je viens d'évoquer avec vous... C'est un dynamisme formidable que vous rappelez, que vous ramenez... Je pense que c'est le creuset français, c'est le génie français de la République. Modèle très particulier, les autres pays sont plutôt communautaires. Nous, c'est la République. Même si on bute sur des problèmes, on le voit avec l'islam, on le voit avec... mais tout de même, ce modèle républicain, ce creuset, continue d'être puissant. Et je pense d'ailleurs que dans les temps qui viennent de s'écouler, avec ce qui s'est passé à Gaza, il nous a relativement protégés. On a vu les grandes manifestations, des chocs communautaires dans d'autres pays communautaristes. La France a été plutôt protégée par ça. Donc je pense que ce modèle français, le creuset républicain, continue d'exister, y compris pour les Juifs, même si on n'assume plus ouvertement son appartenance au judaïsme. Alors je vous disais, c'est en fait, dans ce livre, c'est une promenade formidable, voilà, totalement gourmande, comme vous l'avez également dit. C'est les souvenirs familiaux, des portraits historiques, des figures tutélaires. Il y en a tellement, voilà, il y a des centaines de pages, et c'est vraiment une très très belle promenade. Vous avez évoqué ce problème de la double allégeance, juif-français, français-juif. Ça, on le voit dans le monde intellectuel, le plus symbolique étant celui que le grand public connaît, Albert Cohen. Pour vous, c'est un Français, c'est un écrivain juif ou un juif écrivain ? C'est probablement le plus juif écrivain des écrivains de langue française juifs. J'analyse Belle du Seigneur, enfin j'analyse Albert Cohen et son œuvre, parce que dans Belle du Seigneur... Entre autres, hein, mais il y a tellement... Bon, c'est l'une des entrées. Il n'y a pas 100 pages, il y a 600 pages, mais il y a 114 entrées. C'est ça, voilà. Donc c'est des portraits. Donc il y a un portrait de Cohen. Pourquoi ? Parce que Cohen est un grand écrivain juif de langue française, et c'est peut-être, comme par exemple Singer aux États-Unis, c'est peut-être le plus juif des écrivains français, au sens où le judaïsme est au cœur de son œuvre. Et non seulement le judaïsme, mais un doute. Albert Cohen doute de l'intégration. Ces personnages, finalement, ils s'aperçoivent... Parce qu'il est marqué par l'antisémitisme. Parce qu'il est marqué par l'antisémitisme. Cet épisode, quand il est enfant à Marseille, où voilà, il est, exactement. Le camelot qui le marque. Parce qu'il a été, je le raconte, très engagé dans le mouvement sioniste. Absolument, c'est un espion de l'organisation sioniste. Et il a même été à Londres rencontrer le général de Gaulle, je raconte ça, il a noté ses rapports avec le général de Gaulle. Donc il est très engagé dans le mouvement sioniste, mais il n'ira pas vivre en Israël, mais il ne se sent pas finalement, il se sent plus juif que toute autre chose, peut-être parce qu'il vient de Grèce, que sa famille a quitté la Grèce, peut-être parce que il n'était pas nativement français et qu'il est un juif de l'exil. Donc peut-être que
son cosmopolitisme l'a empêché de s'enraciner en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui aussi détermine justement la saga de ces juifs-là, de Salonique et des Valeureux, c'est leur amour pour la langue française, tout en étant enraciné. Absolument. Il y a une formule formidable, on dirait c'est un arbre de Judée planté en Occident. Absolument. Je ne sais plus qui ramène cette citation, mais c'est absolument formidable et ça montre bien ces enjeux-là. Mais à côté de ça, j'évoque des écrivains, évidemment le plus célèbre de tous, c'est Marcel Proust. Marcel Proust, d'ailleurs, vous voyez ce que c'est que la France. La France, c'est un pays qui peut considérer que l'un de ses plus grands écrivains, c'est Marcel Proust, qui est juif. L'un de ses plus grands philosophes, c'est Bergson, dont je fais le portrait. Je ne parle pas de Montaigne, je parle de Montaigne, mais je veux dire l'un de ses plus grands industriels, c'est André Citroën. Et la France se fiche que ces gens-là soient d'origine juive, leur talent, et j'évoque aussi les chanteurs Barbara, Ferrat, et que sais-je, Lemarque, ou les réalisateurs Houry, Melville, enfin bon bref, il y en a 114 au total, mais vous voyez ce que c'est ça la France. Et donc le génie français s'exprime à travers des figures qui viennent du judaïsme. Alors, je reviens à votre question sur Albert Cohen, est-ce qu'ils sont juifs avant d'être cinéastes, chanteurs? Ils sont l'incarnation de l'esprit français. Et quoi qu'ils soient juifs, ils sont l'incarnation de l'esprit français. Ils rentrent sans doute du judaïsme dans le génie français, mais ils s'abreuvent aussi de toute l'histoire culturelle de la France. C'est passionnant, et quand on a aussi, comme vous connaissez aussi les mécaniques de fonctionnement et de recherche et de stigmatisation de l'extrême droite, on a le sentiment que c'est justement ce qui a permis aussi aux antisémites de dire, regardez, ils sont tous là, derrière des discrétions, des noms, des fonctions qui ne sont pas forcément identifiés comme étant juifs, mais ils sont juifs. C'est vrai, je me suis même demandé si on n'allait pas m'accuser de faire des listes de juifs pour les antisémites. Ou nous rappeler nos grands-parents qui ont toujours cherché à savoir qui était vraiment qui. Mais c'est intéressant comme démarche. Oui, mais c'est vrai que pour les antisémites, cette présence des juifs dans le panthéon national est une marque de la puissance sournoise des Juifs, mais pour le reste de la France, c'est pas ça. C'est que les Français se fichent au fond de savoir que vous êtes juif, ça n'a aucune importance. Si vous êtes Jean Ferrat, vous êtes le chanteur de la France et progressiste et de la classe ouvrière, et d'ailleurs la plupart des Français ignorent que Jean Ferrat est juif. Vous le disiez tout à l'heure, en rappelant effectivement les grandes figures du Panthéon, ça renvoie aussi à une déclaration au moment des attentats du Bataclan en 2015 et de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. À l'époque, le Premier ministre avait dit, au fond, sans les Juifs, il n'y a plus de République. C'est sûr. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez encore plus confirmé au cours de votre exploration? Je pense que les Juifs sont un élément décisif de là. On a beaucoup dit que le déclin, vous savez que l'Espagne au XVe siècle était une grande puissance économique et qu'à partir de 1492, elle a décliné. Ouais. Et donc on a beaucoup expliqué par le fait qu'elle a cassé sa mécanique cosmopolite en expulsant les Juifs, ce déclin. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Mais dans le cas de la France, c'est évident que les Juifs, parmi d'autres, il n'y a pas que, les Juifs ont contribué à l'essor culturel, industriel, intellectuel, financier de la France. Ils y ont contribué en étant accueillis par elle. Est-ce que la France aurait été elle-même sans eux? Est-ce qu'elle aurait été elle-même sans, je ne sais pas moi, Durkheim, Raymond Aron, André Citroën, Montaigne, Nostradamus et Marcel Proust? Peut-être, mais probablement il lui manquerait quelque chose. Et par ailleurs, l'antisémitisme est un marqueur de société totalitaire. Les hitlériens ont été antisémites, les staliniens ont été antisémites, les islamistes radicaux sont antisémites. Donc un pays qui est accueillant pour les juifs et d'autres minorités est un pays ouvert, tolérant, qui accepte de se fertiliser par des interventions différentes de lui, et ça produit plus de richesse que l'inverse. Et c'est ce que l'on comprend à travers aussi ce que vous dites, et qui renvoie à cette réflexion qu'au fond, l'antisémitisme, c'est pas l'affaire des Juifs.
c'est l'affaire des antisémites et pas tant l'affaire des Juifs. Ça renvoie aussi au débat contemporain après le 7 octobre. Certains historiens intellectuels portent dans la communauté juive ou ailleurs en disant on est dans un phénomène où les Juifs vont être de plus en plus invisibles dans la société française, où ils vont partir parce que de plus en plus on considère qu'il n'y a pas d'avenir en France. Votre livre est un peu contre-intuitif à ce propos-là. Il y a une diminution du nombre de Juifs en Europe, 1 million et quelques, presque comme les Juifs du Maghreb à l'époque, entre 48 et 60. Est-ce que vous croyez à cette évolution pessimiste du départ des Juifs de France jusqu'à vider le pays? Non, je pense que il y a l'apparition d'un nouvel antisémitisme qui, en gros, repose sur l'équation tout juif est comptable d'Israël, tout Israël est comptable de son gouvernement. L'amalgame et l'ensocialisation. Le gouvernement est génocidaire, donc tout juif est génocidaire, et donc comme tout juif est génocidaire, on peut les virer des avions, les interdire. Bon, ça, c'est clair. Mais cet antisémitisme-là, ce nouvel antisémitisme antisioniste, est très, dans un segment très déterminé de la population. Les études montrent que la fraction de la population qui a des préjugés antisémites importants et qui tolère la violence contre les Juifs, c'est 10% de la population. Et c'est 3 catégories. C'est les jeunes de moins de 34 ans, gros problème. Les électeurs d'extrême gauche, j'aurais dû commencer par eux parce que c'est les plus importants. Et la communauté arabo-musulmane. C'est pas du tout la majorité ni de la communauté arabo-musulmane, ni des électeurs d'extrême gauche, ni des jeunes de moins de 34 ans. Mais chez eux, ils se recrutent dans ces 3 familles. C'est plus important. Voilà, c'est plus important. Donc on sait où c'est. 90% de la population ne tolère pas, n'accepte pas la violence antisémite, et 70% de la population n'a pas de préjugés antisémites. Donc on n'est pas du tout dans... Alors évidemment, quand vous habitez la Seine-Saint-Denis, que vous portez une kippa, là où sont concentrés à la fois la population arabo-musulmane, des jeunes de moins de 34 ans et les électeurs d'extrême gauche, vous n'êtes pas bien. Mais il ne faut pas que cet arbre-là cache la forêt, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, il ne faut pas qu'il cache la forêt de la France. La France, c'est le pays qui, en l'espace de quelques années, là récemment, a fait rentrer au Panthéon le temple des grands hommes, Jean Zay, Simone Veil, Badinter, Marc Bloch, et qui les a célébrés. Donc ça n'est pas un pays antisémite. Et qui en même temps les a mis au Panthéon, et peut-être une manière pour les oublier. Est-ce que vous pensez, vous qui avez exploré, et c'est la question que je me suis posée en lisant votre livre, justement le monde intellectuel français, qui à l'époque était considérablement justement effervescent, vivant, qui acceptait la contradiction, qui acceptait la confrontation. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout ça est beaucoup plus idéologisé. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde intellectuel français vous paraît en capacité de pouvoir défendre cet héritage? Je pense qu'on a un vrai sujet politique avec l'extrême gauche française. La grande rupture pour moi de ces dernières années, c'est la gauche est devenue elle-même, au moment de l'affaire Dreyfus, quand elle a cessé d'être simplement l'avocate du prolétariat pour devenir l'avocate de l'humanité tout entière. Et comment ça s'est exprimé? Parce qu'elle a défendu un bourgeois, capitaine de l'armée, juif. Et une fraction de la gauche avait donné comme consigne inverse. En disant, c'est pas un combat, c'est un combat de bourgeois, on ne se mêle pas. Et quand elle s'est convertie à la défense de Dreyfus, elle s'est convertie à la défense de l'humanité tout entière. Et depuis cette époque-là, la gauche a été l'avocate du combat contre l'antisémitisme. Or, le phénomène nouveau, depuis une petite vingtaine d'années, et qui s'est aggravé depuis Gaza, c'est qu'une partie de la gauche, LFI, a rompu avec cette tradition et est devenu le vecteur de l'antisémitisme et l'a légitimé dans l'espace public. Donc on a un vrai sujet qui est de combattre cette expression politique de l'antisémitisme. C'est pas la première fois dans notre histoire que ça nous arrive. Quand je dis nous, c'est nous les Français. C'est pas la première fois que ça nous arrive. On a combattu, nous les Français, l'antisémitisme de l'extrême droite. On doit combattre l'antisémitisme de l'extrême gauche. Est-ce que ça n'a pas commencé? Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le terrain de la France à ces gens-là. Est-ce que ça n'a pas commencé aussi au moment où la gauche du gouvernement, les socialistes pour faire vite, considèrent qu'il faut beaucoup plus maintenant défendre les communautés, les classes moyennes, les classes intellectuelles, plutôt que les ouvriers, qui a abouti ensuite au fait qu'il y a eu une adhésion avec les discours identitaires et discriminants? En fait, je crois que ça a commencé quand la gauche a considéré que l'immigré
était la nouvelle figure du damné de la terre à la place du prolétaire. Et évidemment, la figure archétypale du racisé, comme on dit, soumis à l'impérialisme, au colonialisme, au fascisme, c'est le Palestinien par rapport à Israël. Et donc la cause palestinienne est devenue l'emblème d'une radicalité de cette politique. Voilà, même c'est ça. Et alors évidemment, par ailleurs, il ne faut pas être naïf, ça correspond aussi à un clientélisme électoral en France. La gauche a perdu au profit de l'extrême droite sa clientèle prolétarienne, ouvriers et employés. Elle cherche une nouvelle clientèle dans les quartiers, dans les populations issues de l'immigration des nouveaux quartiers. Donc c'est la combinaison d'un clientélisme électoral et d'un nouveau paradigme idéologique. Mais il faut les combattre. Il nous reste quelques secondes. Quelle est la figure qui vous marque le plus au sortir de cette exploration dans l'histoire des Juifs de France? J'ai plein de figures qui m'ont frappé. René Cassin, le gaulliste, Isaac, l'historien qui a converti l'Église, à l'origine de Vatican II, qui l'a purgé de son... Mais pour moi, la figure la plus belle du judaïsme français, c'est Léon Blum. Merci Denis Oliven, c'était absolument passionnant de découvrir avec vous, et je vous y encourage, découvrir donc ce dictionnaire amoureux des Juifs de France, c'est chez Plon.